voyage comme cela avec des appareils en très bon état et être vigilant pendant les escales. Et c'est reparti. La patrouille décolle. Alors là, c'est la liaison directe avec le Maroc maintenant. Affirmatif. On va quitter rapidement l'Espagne sur la liaison Grenade-Tétouan pour 1h40 de vol. Et en délaissant ces beaux cumulus qui commencent à se déclencher. On les aura une bonne partie du trajet. On retrouve à Alpha Charlie de notre ami Vigneron. L'ami Vigneron, c'est Henri Sornin. Henri Sornin. Qui exploite effectivement une magnifique exploitation dans le Beaujolais. Et je vous le recommande. Là, c'était le Typhoon, le deuxième de nos amis. Henri Michel. Non, ça devait être belge et puis l'instructeur. Non, nos amis belges, c'est pas sur cette vue. Je sais pas. Là, par contre, tu te reconnais. Oui, alors. Pour une fois, il dort pas. Il m'avait fait réveiller d'ailleurs, comme d'habitude. Alors, est-ce que la patrouille est proche? C'est les crevards des Plumes. L'avion est comme assez près. C'est-à-dire que c'est le capitaine qui est aux commandes et il adore raser les ailes de ses petits amis. La patrouille, bordel. Et là, justement, il passe devant moi et l'effet de sillage, c'était pas négligeable. Donc l'appareil leader avec André Martin et je pense Guy Tostin qui se faisait un peu le suivi mécanique de tout le monde. Qui pilotait également. Et voilà Gibraltar. Pas facile à comprendre, hein, la fille de Gibraltar. Et puis obligation de passer 6 nautiques au large, au-dessus de la flotte. Moi, je l'ai compris parfaitement. Pour une fois. C'est pratiquement la seule fois qu'on n'a pas compris, nous. C'est là où il faut retenir nos amis anglais de ne pas sortir les aérofreins pour s'offrir un bon thé. Là. Là, il s'est PPR 24 heures et Gibraltar. Ah ouais. Et ben voilà, on commence à découvrir la côte marocaine. Les premiers appareils, en tout cas le mousquetaire, se pose à Tétouan. Est-ce que les formalités vont être contraignantes ou pas? Il y a toujours un petit stress, bien qu'on y soit passé l'année précédente et qu'on sache que ça se passe très bien. Sauf pour une équipe. Ah oui. Nos amis belges qui avaient oublié de faire apposer des visas sur leur passeport ont été obligés de faire demi-tour, refoulés. Ils n'ont pas pu passer. Non, mais si on n'est pas pressé, je trouve, comment dirais-je, avec n'importe quel douanier, il faut prendre son temps et tout se passe bien. Si on a toute la paperasse nécessaire. Eh oui. Alors, on avait des grands philosophes dans le groupe, dont notre ami capitaine Jacques Trochon, qui, avec son décennie, reprend l'Afrique à longueur d'année, et qui s'attendait manifestement à ce que tout ceci dure un peu longtemps. D'autant que notre ami Bruno, chargé de la vidéo avec son important matériel, risquait d'attirer les regards attentifs des douaniers pour nous demander, qu'il ne manquerait pas de nous demander de sortir les attestations qui vont bien. Ça a marché au prix de palabres, mais on a pu quitter Tétouan. Le problème de Tétouan, c'est qu'il y a beaucoup de papiers à faire, mais il n'y a pas de pompe à essence. Alors pour ceux qui avaient des petits réservoirs comme le SF et le RF3, on est obligé de vider un peu le mousquetaire avec des petits bidons. Là. Oui, la première chose, c'est de trouver le bidon. Trouver le bidon et de faire un peu le plein pour continuer jusqu'à Beni Mellal, qu'on fera le lendemain pour les autres. Et juste le SF, on était reparti en fin d'après-midi. Vous avez un mousquetaire ravitailleur. Voilà nos amis belges refoulés qui repartent vers Malaga, où ils vont passer pratiquement 2 jours complets à essayer de convaincre le consul de Belgique de leur mettre le tampon qui va bien pour nous rejoindre ensuite. Oh oui, ils nous rejoindront à Beni Mellal, je crois. Oui, mais ils avaient décidé d'aller faire un tour au club Méditerranée d'Agadir. Ah oui, exact. Ouais. Et finalement, ils nous ont avoué que le vol à voile, c'est mieux que le club Méditerranée. Alors là, c'est l'arrivée à... Un petit coup de tourisme dans les souks de Tétouan. Tétouan, là, oui. Et puis, on a réussi à chartériser un autocar pendant le petit temps d'escale pour aller faire tempête, ou plutôt humer l'air du large du côté méditerranéen. La plage est assez jolie. Et on imagine ce que ça peut donner en plein été. Alors, le SF était déjà en route là, pour Beni Mellal. Parce que l'ami Mike était pressé de...
Alors, petite inspection mécanique, hein, il faut être sûr de son appareil. Là, on a passé le détroit de Gibraltar, donc par-dessous, il y aura du sol partout, mais quand même, on va traverser des régions relativement inhospitalières, alors vérifions. Le thé à la menthe, deuxième tour, est toujours aussi agréable. Et notre premier vue d'une cigogne. Première cigogne qui commence à prévenir ses congénères que la patrouille arrive sur Béni-Mellal. Commence à donner l'alarme. C'est magnifique une cigogne. Regardez, en voilà une autre. Une des 10 cigognes du déplacement. Vous n'avez pas trouvé d'onde cette année à Tétouan, là, parce que la première année, ça avait été assez fabuleux. Là, oui, la première année, on avait eu de l'onde à Tétouan. Tu te rappelles, René? Oui, on ne pouvait pas passer par la côte, tout était bouché. Mais... Et on ne l'a pas dit, mais nous étions déjà 8 appareils la première année. Oui. Dont, bien sûr, le SF-28 qui en est à sa 3e édition. Oui. On signalera que pour cette première année, un de nos amis avait décidé de nous rejoindre, Guy Denier, par la route, avec son DG400, et puis que notre ami notaire Stéphane Blondet, avec son PIC 30, n'a jamais malheureusement réussi à recoller le peloton compte tenu de la mauvaise météo des premiers jours. Ouais. Alors voilà l'arrivée sur Béni-Mellal. Il faut savoir où il est parce que d'abord il faut le trouver, voilà. Et puis les herbes hautes sont tellement drues qu'il convient impérativement de se poser sur un chemin routier pratiquement. Ne vous posez pas sur la piste, vous posez et il faut se poser sur la route à côté. Ouais. Tracé au milieu du terrain. La piste doit faire 1000 mètres par 200 mètres de large. Et d'exploitable, il y a peut-être que 500 par 30 mètres. Le reste, c'est des moutons 30, qui... C'est vraiment un maximum. Il faut mettre les roues je pense qu'ils arrivent à la tombe de temps en temps. Ça dépend si... C'est là où les motoplaneurs sont à l'aise. Ça fait plaisir de se retrouver à Béni-Mellal parce que c'était le point d'aboutissement de notre première expédition où on a été très bien accueillis l'an dernier et cette année-ci encore par l'ami Boili, chef pilote du Centre national de vol à voile marocain, qui aurait souhaité venir avec nous à Ouarzazate, mais malheureusement a été bloqué sur place. C'est reparti de Béni-Mellal après un jour et on découvre là le paysage de plus en plus aride du Maroc dans cette région à l'approche de Ouarzazate. Oui, parce que cette année, Béni-Mellal n'a été qu'une étape parce que c'est pas le bon côté de l'Atlas. C'est pas le bon côté. Alors donc là, c'est le passage de l'Atlas à partir de Béni-Mellal et c'est là où les choses intéressantes commencent en fait. Mais il faut quand même monter à pratiquement 3500-3600 mètres pour passer la barrière puisque les sommets culminent à plus de 4000 dans la partie sud de l'Atlas, donc il faut quand même monter très haut. Et même qu'un motoplaneur, des fois les thermiques sont intéressants à exploiter, parce que les petits moteurs arrivés à 3000, ils commencent à perdre beaucoup de chevaux. Donc impérativement monter assez haut. Et là donc on arrive sur le lac de Ouarzazate. Très bon point de repère qui permet de ranger les cartes et on est content d'arriver. Et également il y a un VOR sur le terrain de Ouarzazate qui fonctionne depuis je pense 2 ans et qui permet quand même de faire une bonne navigation. Oui, et que certains envisagent d'utiliser pour des arrivées en vol à voile de nuit. Parce qu'il y a des records du monde à battre, paraît-il. Avec 5000 mètres de plafond et un piège qui fait 60 de finesse, ça prend du temps pour arriver au sol. Et comme ça pompe jusqu'à la nuit, eh bien, on peut s'attendre à avoir à voler pendant 2 heures encore en planée avant de se poser. Et c'est là où les moteurs vont enfin pouvoir se reposer pendant une bonne quinzaine de jours et où ça va être la partie de vol à voile pure qui va commencer. Alors Ouarzazate, magnifique piste, extra longue, parfaite. Pour nous tout seuls, pratiquement. C'est pour se poser à 2 appareils à chaque bout de la piste. On pourrait même, de temps en temps. Là. On pourrait même se poser à travers. Oui, il y en a un qui l'a fait d'ailleurs. Par vent de travers, il n'y avait pas d'autre solution que de se poser sur la bretelle perpendiculaire à la piste. Et ceci témoigne de notre parfaite intégration avec nos amis contrôleurs locaux qui nous y ont autorisé, décidant de nous déléguer la responsabilité d'accepter cet atterrissage. Puis l'avantage de disposer de motoplaneurs qui permettent de se poser court aussi. C'est
un petit coup de tourisme à nouveau. Alors des cigognes là-bas, il y en a. Hein. S'il y a des cigognes, c'est qu'il y a des thermiques. Les petits vont pas tarder à partir. Je sais pas s'ils partent trop parce qu'ils sont tellement bien là-bas. Je pense que ça va être des casaniers les cigognes là-bas. Oh, une fois qu'ils ont découvert les joies de vol. Voilà. Alors ça, je pense que c'est pris depuis la Casbah de Tifultut. Une magnifique demeure d'un notable de la région qui domine l'Oued. L'Oued Ouarzazate. À partir duquel on devine toute la richesse de l'irrigation, si je peux dire, par le contraste de couleurs que ça amène au niveau de la végétation. C'est d'ailleurs ce qui permet de se repérer facilement en vol, là, ces grands axes, ces oasis et ces axes de verdure. Il y a énormément de problèmes de navigation. Premier commentaire. Deuxième commentaire, les zones sont relativement posables dans la mesure où il existe des pistes assez larges. Et puis nous sommes dans une région de plateau et il y a des zones caillouteuses, mais des petits cailloux tout à fait atterrissables. Puis les hauteurs de plafond permettent de voir très loin, donc la navigation ne pose pas de problème aussi. Et il y a de la visie, sauf par vent de sable, mais là les conditions sont telles qu'on ne se mettrait pas en l'air. La zone posable est limitée à peu près à 5 à 6 km de largeur, le long des oueds, parce que d'un côté il y a le Haut Atlas, et en dessous il y a quand même des cailloux qui montent à 2000 mètres vers la vallée du Drap, qui sont quand même un peu arides pour se poser. Donc le long de l'Oued Ouarzazate ou le long du lac, on peut trouver quelques terrains posables et certainement des vieux terrains qui étaient exploités par les Français, qu'il suffirait de retrouver un peu les marques au sol, quoi. Ça, c'est les cigognes qui commencent à donner des cours de vol à nos amis, là. Petite parade nuptiale. Et tu as parlé de visibilité tout à l'heure. Il est vrai là-bas, la visibilité est incroyable, surtout par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la région parisienne. Et moi, j'ai trouvé que c'est vachement trompeur. On voit quelque chose très clair, et on pense que c'est à 10, 15, 20 km, et en effet, c'est plutôt à 100, 200. Là, on est en train de descendre la vallée du Drap là, pour rejoindre Zagora, qui est un petit terrain à peu près à 80-90 km dans le sud-est de Ouarzazate, qui est le désert. Les dunes de sable sont un peu plus loin, à peu près 30 km. Mais le terrain est déjà assez sympa au niveau configuration. Désert. Alors c'est là pour trouver le terrain de Zagora, il faut chercher l'arbre. Quand on a trouvé l'arbre, on a trouvé le terrain. Les deux arbres. Les deux arbres et puis des tonneaux de Malathion. Et puis l'aérogare, vous allez la voir, on ne peut pas la louper. Mais il y a quand même la manche à air, un standard tout terrain. Piste de sable sur du sable. Alors c'est là où le Juliette Yankee, le SF-28 se sent à l'aise, là. En fait, il y avait une petite appréhension à l'atterrissage parce qu'on nous avait dit attention, il y a de gros cailloux. C'est vrai, il y a des cailloux, il y a une petite déchirure sur le fuselage du SF-28, mais la piste est tout à fait praticable. Il y a de la poussière par contre. Et les thermiques étaient assez violents quand même, donc il y avait quand même, ça chahutait des fois en approche. Et le vent, je pense qu'il était légèrement de travers. Cette année, ça s'est reproduit un peu, le vent assez fort de travers. Donc c'est pour ça qu'il faut corriger continuellement son angle. Ah ouais, il faut bien piloter de temps en temps quand même. Ce qu'il y a, il ne faut pas rentrer dans l'arbre aussi, c'est pas très pratique. Non mais ça sert très bien à amarrer l'avion après. C'est l'arbre qui sert aussi à attacher les chameaux, là où vous allez faire le relais, là, c'est là. Et oui, parce que le but du déplacement à Zagora, c'était de faire là aussi encore un petit peu de tourisme. Rassurez-vous, on a fait du vol à voile aussi. Et on avait chartérisé 17 chameaux qui nous attendaient de l'autre côté pour une expédition fort intéressante qui était prévue ne durer initialement que 30 minutes et puis finalement 3h20 après on était encore sur le dos de ces sacrées bestioles. Vous êtes en train de faire un adepte là? Ah ben on a fait sinon des baptêmes de l'air, au moins des amphi-cockpits à l'ensemble de nos amis marocains qui nous ont accueillis là-bas. Voilà l'aérogare. Sur l'aéroport de Zagora. Ça, c'est les fourniers qui essayent de trouver un peu d'ombre. L'ami Ronald.
Et puis il y a le RF10, c'est là où vous avez